tous et toutes, et merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours chouette de pouvoir expliquer sa politique dans sa propre ville. Donc, je m'appelle Jos et je vais vous exposer sur deux grandes parties de ma présentation. Donc, tout d'abord, une petite introduction sur notre mission, et puis en deuxième partie, notre politique sur le réemploi et quelques initiatives qu'on a prises récemment. Donc, tout d'abord, peut-être quelques mots sur qui on est. Donc, aujourd'hui, en fait, on est l'agence Bruxelles Propriété, donc on est un organisme pararégional. On est le deuxième employeur public dans la région, et donc on a près de 3000 travailleurs et travailleuses. On couvre plusieurs métiers qui sont essentiels pour améliorer le cadre de vie de tous les Bruxellois. Et pour résumer, on a en fait trois grands pôles, on a trois grands métiers. Donc c'est sensibiliser, essayer de changer le comportement des citoyens et de travailler autour des enjeux de propriété. On a la collecte, de porte à porte, et le nettoiement des voiries. Et puis, on a un troisième pôle, c'est le traitement et la valorisation des déchets. Alors, là-dessus, on a trois grands filiales. En fait, on a Bruxelles Énergie, c'est un incinérateur. On a un centre de traitement du papier et carton, Recycliste. Et on a aussi Bruxelles Compost, un site dédié au compost des déchets jardin. Alors, peut-être quelques chiffres pour vous donner plus de contexte sur notre région et notre fonctionnement en interne. Donc, l'organisateur vient de le dire, donc on est une agence régionale, mais il y a également 19 communes. On est au service, en fait, au quotidien de tous les Bruxellois, donc 1,2 million d'habitants. Ça se constitue plus ou moins en 500 000 ménages, et un quart de ces ménages habitent dans des immeubles verticaux, c'est quand même une donnée importante. On traite annuellement 288 000 tonnes, et notre taux de recyclage et de réemploi, c'est 37%. Alors, j'ai dit que voilà, on est au service de tous les citoyens, donc on collecte différentes fractions porte à porte, mais on nettoie également les voiries, et donc on prend en charge 400 km plus ou moins de voiries régionales, et donc nos collègues des communes prennent aussi en charge le nettoiement des voiries communales. Alors, notre agence, en quelques chiffres, donc on a un siège administratif à côté de Montgomery. On a 11 secteurs opérationnels pour le déploiement de toutes les activités. On a quelques centres de valorisation que je viens de citer. On a 6 réciparcs, c'est les parcs à conteneurs, un garage central avec plus de 800 véhicules, dont la moitié sont des camions poids lourds, et on a un budget de plus de 300 millions d'euros. Alors, si je peux prendre le temps de vous présenter un peu la ligne du temps de nos activités. Aujourd'hui, comme j'ai expliqué, on couvre plus ou moins la collecte porte à porte de 5 fractions, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on a eu la création de l'incinérateur et l'ouverture en 1985. On a eu le lancement de plusieurs collectes sélectives d'emballages recyclables dans les années 90. En 2000, on a créé le centre de compostage. On a eu l'obligation de tri des emballages recyclables pour les ménages en 2010. Et puis, sur base volontaire, en 2013, la collecte sélective de déchets alimentaires qui est devenue obligatoire en 2023. Alors, vers où on va? Je pense que c'est important de situer aussi un peu nos perspectives futures. Donc, on va mettre en place une collecte séparée de déchets textiles à partir de l'année prochaine. Il y a aussi un projet qui est en construction, c'est une unité de biométhanisation régionale, parce qu'aujourd'hui, les déchets alimentaires ne sont pas incinérés, mais ils sont envoyés vers une autre unité en Flandre, mais donc dans le futur proche, on aimerait bien faire ça nous-mêmes dans notre propre région. Et puis, on aimerait bien aussi augmenter le taux de collecte sélective de bouteilles en plastique à 90% pour 2030. Et donc, l'idée, c'est évidemment d'augmenter notre taux de recyclage dans les années qui suivent. Alors, je pense que c'est aussi important de souligner qu'on essaie de valoriser au maximum
une étape avant de passer à la suivante, c'est la fameuse échelle de Lansing. On a bien intégré cette échelle au sein de nos activités, et donc on investit pas mal dans la prévention, dans le réemploi, je vais en venir tout de suite, le recyclage aussi. Comme j'ai expliqué, on a un incinérateur, mais c'est un incinérateur avec récupération d'énergie, c'est important de le souligner. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cet incinérateur alimente un chauffage urbain, donc on fournit avec la chaleur plus ou moins 15 000 ménages, aussi un centre commercial et l'Esther Royal. Et puis la décharge, comme mon collègue vient d'en parler, ça on ne fait pas dans notre région, non plus l'incinération sans récupération d'énergie. La collecte des déchets, alors qu'est-ce que ça constitue aujourd'hui? Donc on a plus de 800 tournées effectuées par semaine, et donc ça se vaut pour 5 fractions. Le sac blanc pour les déchets résiduels, le PMC en sac bleu, papier et carton en jaune, vert pour les déchets de jardin et donc orange pour les déchets alimentaires. C'est peut-être intéressant de passer un moment aussi pour l'introduction de l'obligation des déchets alimentaires. Ils sont donc plus incinérés, mais on a aussi une forte augmentation l'année passée parce qu'on a mené une réforme pour cette collecte. On a aussi beaucoup communiqué, on a lancé une grande campagne de sensibilisation. Et donc ça nous a permis en 2023, en comparaison avec 2022, de récolter 8000 tonnes en plus. Et donc c'est une augmentation de 65% de déchets alimentaires sur une année. Et donc ça représente plus ou moins une diminution de 4000 tonnes de CO2 qu'on évite de brûler. Et donc on a aussi remarqué que grâce à cette réforme, le pourcentage de déchets alimentaires dans les sacs blancs, donc les déchets résiduels, a diminué avec plus ou moins 10%. Et donc juste pour vous donner un chiffre, 4000 tonnes de CO2, ça représente plus ou moins 20 tonnes de déchets alimentaires pour un ménage en électricité pendant un an. Donc c'est quand même considérable. Et puis j'aimerais bien vous amener dans la deuxième partie de ma présentation, c'est sur la collecte des déchets, mais aussi sur les différents niveaux de collecte qu'on emploie aujourd'hui. Donc il y a le système des conteneurs, on a des conteneurs aériens et des conteneurs enterrés. Aujourd'hui, on a un système qu'on utilise déjà pour certains commerces et aussi pour les habitations verticales. À chaque fois quand on réalise ou il y a un nouveau aménagement qui est réalisé avec des immeubles verticaux, on installe un espace-tri avec 4 fractions. Donc, les années passées, on a installé, je pense, plus ou moins 30 espaces-tri entrés, et donc on continue, on aimerait aussi bien continuer cet effort pour installer des conteneurs enterrés. Et puis, on a différents systèmes de modes de collecte spécifiques. Le premier, c'est l'enlèvement des encombrants à domicile. Donc, chaque citoyen à Bruxelles a l'opportunité ou peut appeler l'agence pour faire récolter chez lui à domicile, parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui n'ont pas de voiture à Bruxelles, pour récolter à domicile des encombrants. C'est gratuit pour 3 mètres cubes une fois par année. Et puis, un autre dispositif qui est assez intéressant, c'est des réciparcs mobiles. Donc, c'est des parcs à conteneurs qu'on organise dans les quartiers de différentes communes. Donc, je vais vous montrer un tout petit vidéo pour vous donner une idée de comment ça fonctionne. Si vous me permettez. Alors. Ah oui. Ja, perfect. La réponse est oui. Ce couple de Scarbécois vient ici pour déposer une machine à coudre
et des coussins presque neufs. Ça peut aider les autres gens qui n'ont pas les moyens d'acheter du nouveau, donc pour aider les gens, c'est une bonne chose. Oui, c'est magnifique chose. Ouais. D'autres viennent plutôt déposer de l'électronique, comme cet habitant du Square Riga, venu avec un frigo encore fonctionnel. Si on peut contribuer dans une économie recyclable et une économie qui ne maximalise pas l'épuisement des ressources, on est tous contents. Ces objets ne seront pas jetés, mais bien réintroduits sur le marché de la vente. Il s'agit là du nouveau service pilote proposé par les Reciparcs mobiles. Alors à votre arrivée, un nouveau tri des déchets s'impose, car pour réemployer un objet, il doit respecter quelques conditions. Qu'il ne soit pas cassé, que dans les meubles, il ne manque pas de vis, que dans les jouets, ça ne soit pas cassé, que si c'est cassé mais que c'est possible d'être réparé, ça on le reprend, qu'il ne manque pas de pièces. Sur les 1700 tonnes de déchets récoltés en 2022 par Bruxelles Propreté, 1400 étaient des encombrants. Pour revaloriser les déchets, la collecte d'objets réutilisables est organisée dans 6 communes bruxelloises. L'objectif, c'est d'augmenter la quantité d'objets présentés au réemploi. On tourne aujourd'hui entre 3 et 3,5 kg par an et par habitant, et on aimerait évidemment viser un objectif de 5 kg par an et par habitant d'objets présentés au réemploi. Le Reciparc mobile et sa chasse à la récup reprennent la route ce 25 septembre, direction Beaulieu et Saint-Pierre, dans le quartier du Champ d'Oiseau. Donc, l'objectif de cette PAC à conteneurs mobile, comme on l'appelle, c'est d'offrir en fait un service près du citoyen. Et donc, on organise 2 fois par an, une fois au printemps et une fois en automne. Et donc, on le fait ensemble avec les communes. Donc, dans la plupart des communes, dans les différents quartiers, on travaille très bien ensemble. C'est une très belle collaboration. Et donc, ça nous a déjà permis aussi de diminuer les tonnes de dépôts clandestins. Alors, je pense que c'est un service de proximité, ça c'est important, et l'objectif central, c'est évidemment de lutter contre ces dépôts clandestins, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a découvert les années passées. Depuis 5 ans, on a vu une forte augmentation, donc c'est 30% en augmentation de dépôts clandestins, et donc avec ce service, on espère de convaincre les citoyens de déposer en fait les déchets qu'ils n'ont plus besoin dans le parc mobile. C'est vrai que parce que j'ai entendu le collègue aussi de Stockholm qui dit qu'il y a eu une diminution, donc chez nous, ce n'est pas le cas, il y a plusieurs hypothèses pour ça. Une des hypothèses, c'est que quand on voit qu'il y a des dépôts autour, par exemple, on a aussi des dispositifs de bulle à verre, que ça attire, que les déchets attirent d'autres déchets, et donc ça veut dire qu'il y a une spirale plutôt négative qu'il faut détourner. Et puis, il y a aussi une nouveauté en 2023, parce qu'on a initié le réemploi, et donc pour cette année-ci, donc en 2023, on a quand même pu réemployer plus ou moins 43 tonnes d'objets parmi ces réciparcs mobiles. On a, à côté de ça, de ces réciparcs mobiles qui s'organisent en collaboration avec les communes, des réciparcs fixes sur tout le territoire de Bruxelles. On a 6 réciparcs aujourd'hui. Il y a une qui va s'installer dans quelques années. Parmi les flux les plus importants qu'on récolte, il y a évidemment le bois, il y a aussi des encombrants, électro et les déchets, comme on dit, inertes. Et puis, il y a un réciparc qu'on vient d'ouvrir il y a quelques mois, et donc c'est un réciparc qu'on appelle plus ou moins un réciparc de nouvelle génération. Et je vais aussi vous montrer en 2 minutes comment ça fonctionne aujourd'hui.
Alors, je pense pourquoi c'est un récit parc nouvelle génération, parce qu'on a complètement repensé l'organisation spatiale. Donc, ça veut dire qu'on a différents quais d'accès pour plus de 30 voitures. Donc, on peut faire une file de plus de 150 mètres. Il y a aussi une entrée ou un parcours pour les vélos et les piétons. Il y a 11 conteneurs et, plus important, il y a un espace à réemploi. Et donc, ce qu'on a fait en sorte, c'est que le parcours, quand on arrive au réciparc, les automobilistes qui accèdent aux conteneurs, ils passent tout d'abord par l'espace à réemploi. Et donc, on aimerait bien aussi utiliser ce réciparc pour sensibiliser les citoyens et les faire penser à l'économie circulaire. Donc, ce n'est plus juste un endroit où on jette ses déchets, mais où on peut aussi récupérer et donner une deuxième vie. Et donc, cette idée est complètement intégrée dans ce nouveau réciparc. Alors, c'est pas tout. Donc, c'est un site qui est vraiment extrêmement exemplaire. Pourquoi? Pour 3 raisons, au niveau architectural et surtout constructif. Parce que vous avez vu dans la vidéo, mais vous le voyez aussi ici, il y a des grandes structures en bois qu'on a récupérées. On est allé chercher les structures en bois à côté de l'aéroport de Liège, dans un manège d'équestre. On les a achetés, on les a gardés, on les a stockés, et donc on a fait des études pour pouvoir les réutiliser. Et donc, heureusement, ça a bien fonctionné. Et donc, ce bois est maintenant a une deuxième vie dans ce réciparc. Et puis, c'est également une infrastructure de basse énergie. On récupère aussi les pluies, on récupère les pluies d'eau, par exemple. Il y a des panneaux photovoltaïques. Et donc, c'est exemplaire aussi au niveau énergétique. Et puis, urbanistique, pourquoi? Parce que d'habitude, le réciparc se trouve aux alentours de Bruxelles, dans les communes limitrophes. Et ici, c'est vraiment un réciparc qui est au plein cœur de la ville, c'est à Anderlecht, au long du canal. Et donc, c'est super chouette parce que c'est dans un quartier très dense. On a aussi mixé les fonctions. Donc, il y a un réciparc, mais on a ouvert également et on a construit également un skatepark. Et donc, les jeunes peuvent aussi venir sur le skatepark et les moins jeunes aussi également. Et donc, c'est un réciparc qui est beaucoup plus ouvert aux citoyens et aux quartiers au centre de la ville. Voilà. Et puis, on encourage le réemploi, ça c'est le GIFCOT, et on a des agents pour guider les visiteurs et pour les sensibiliser. Je vous remercie de votre attention.
Then Jos, I come to you. I saw you presented that you by 2026 or 7 you want to achieve 90% of plastic bottles. No, that's the target, 29. Was it 29? 29? 29, yeah. You want to achieve 90% of plastic bottles collected. How are you going to do that? And why not 98% like in Germany? Well, I think first of all it's the European target. We will have to introduce it. I think there are different solutions ahead. I think it's up to the politicians to decide which one is best. But I think it's also deposit system is an option, but I think another option is also working on behavior. That's something that we're doing now, for example. We have like what we call something we launched 1 year ago, Triathlon de Propreté, where we focus on hotspots, we call it in the city, and where we introduce like the whole chain, starting with going from door to door, trying to convince people, putting stickers on bags that shouldn't be there, and at the end of a few months of intensive campaigning, also verbalizing. I think this is also part of the solution. I think what my colleague said from Stockholm is also true. If people know that they can get caught and they have to pay a fine, they will change their behavior. Okay. Are there questions in the room? There's one here. Thank you. I've got a question regarding more clarification about one data you gave for you. You spoke about 37.50% of recycling and reusable, but I don't understand which type of action is it. This data is Municipal waste. Municipal waste. And in the municipal waste, so the waste in the street that you take, or not the waste From the households. only 37.5% are recycled and okay. Yeah. That was some clarification. Another question? Thank you. Anna Trump, Brussels Bell. I was wondering, I haven't seen on your, it's a question to Brussels Method. I was wondering on the slide with this kind of reversed pyramid, I haven't seen anything on enforcement. Maybe I'm sitting very far and I cannot see from that far. But was there anything on enforcement effectively? What you referred to now to the Swedish colleague who stresses it? Yeah. The focus was on réemploi. So we have a lot of measures regarding, how can I say, verbalization or reinforcement. I didn't integrate them here because the focus was more on réemploi. Yeah, we have like at the agency a team of 25 inspectors that can today, how can I say, control individuals if they sort, and they have also the power of giving fines. One of our ideas is to expand on that the amount of people who can enforce, and what we're also doing is trying to work more, how can I say, horizontal with other services. Like what I said before, the Triathlon de Propreté is something that we have installed like 1 year ago, and so we work together with all the communes, the municipalities, and also with our internal service of communication, where we try really to focus on hotspots to change behavior on the longer term. So we have lots of measures on enforcement, but I just didn't integrate them all today. I think it should be integrated, to be honest, as part of the identity of
Yes. methane result. But I will talk to you about it during the time. Okay. Thank you. There's another. Bonjour, je suis Amina du groupe politique PTB au Parlement bruxellois. J'ai une petite question pour M. Jones de sa propriété. Concernant les sacs de collecte blancs, est-ce qu'il y a encore un tri effectué? Est-ce que tout se passe directement par l'incinérateur? Et si c'est le cas, est-ce que vous comptez changer de système à l'avenir, comme c'est le cas dans certains pays? Merci beaucoup. Donc, juste pour que j'ai bien compris, la question c'est est-ce que les déchets du sac blanc sont aujourd'hui incinérés? Oui, est-ce que c'est pas trié? Est-ce que vous faites encore un tri? Est-ce que vous faites encore un tri ou tout passe directement dans... Non, 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 non. Il n'y a pas de tri du sac blanc avant. Non, non, ce serait pas. Et on ne peut pas changer de système à l'avenir. Oui, mais le tri doit se faire avant, en fait. C'est pour ça qu'on a les différentes fractions. Et donc, par exemple, pour le déchet alimentaire, on aimerait bien limiter la quantité de déchets résiduels par augmenter, en fait, la quantité de déchets alimentaires. Donc, on a vu qu'il y a un basculement dedans. Et dans le futur, on aimerait bien augmenter encore la quantité de déchets des différentes fractions sélectifs, diminuer le plus possible les déchets qu'on doit incinérer. Oui, bonjour. J'avais une question concernant le compost, en fait. Est-ce que, je suppose que quand vous utilisez des containers enterrés pour les autres déchets, verre, métal, etc., vous avez une autorisation de la commune, ou vous faites ça sur des terrains que vous louez? Comment ça se passe, en fait? Oui, je joue mon joker. Je parle qui est là. Non. En fait, la question est simple. Il n'y a pas de compost pour les déchets enterrés. Non. En pas une fraction. enterrés, il n'y a pas de compost. Donc il n'y a pas cette possibilité de déposer ces déchets verts D'accord. dans un conteneur enterré. En fait, je vois dans plusieurs communes, il y a cette demande, notamment à Bruxelles, d'avoir un centre par quartier où on peut déposer en fait des déchets à composter. Donc, je voulais savoir si vous aviez par hasard réfléchi à une problématique d'installation de ce genre de container qui se fait en France ou en Allemagne. Alors, on travaille avec Bruxelles Environnement. Je suis porte-parole de Bruxelles Propreté, Oui, comme oui. ça, je suis transparent. On travaille avec Bruxelles Environnement et avec une ASBL qui s'appelle Worms, et on a plus de 220 composts collectifs, donc qui sont accessibles gratuitement à l'ensemble des Bruxellois. Donc sur chacune des municipalités, il y a 3, 4, 5 en fonction de la densité de la population. Il y a plusieurs composts de quartier. Et donc là, les gens ont la possibilité, soit par exemple pour leurs déchets alimentaires, de compter sur Bruxelles Propreté pour le ramassage des déchets alimentaires une fois par semaine, ou alors s'ils veulent une augmentation de la fréquence, de déposer eux-mêmes leurs déchets alimentaires dans le compost de quartier. C'est avec Bruxelles Environnement et c'est répertorié sur le site internet. Parfait, merci. This round, is there one small last question? Here, we have time for one last small question. In front here. I don't know if it's a small one, but it's important to me. It's nice to see all the measures you take, but I would like to focus on waste on the streets, in natural environments, in the waterways. I ask myself, do you monitor this? Do you have an idea how much it is? Do you have an idea if it's decreasing? I don't have the impression. You talk about the behavioral changes. Do you know if they work or not? And are they sufficient to reduce this problem? It's already three questions. That's a lot of questions. A short answer. I don't think that Brussels Property doesn't monitor it in the waterways, but maybe Brussels Environnement does it. I'm not 100% sure, but we can check and give you the answer. I think on behavioral change,
I think the answer is mixed. I think it can be effective if you employ a lot of people and means. For example, if we look at the Triathlon de Propreté, which my colleagues were there organized, it works for an amount of time, for a few months, but we can see that, for example, in neighborhoods where there's a lot of turnover of people, or where there are a lot of commercial activities, that it's difficult to maintain. So I think that yes, it can have an effect, but it's difficult to do it for a long period of time. And I think on more concrete measures, I'm not a very strong believer of only investing in more fines. I think we should have enforcement and repression, but it has to go hand in hand with the former steps as well. You have to make people aware before going to